Remettre le patient au cœur du système de santé, c'est penser en termes de parcours de soins, de parcours patient. Avec les solutions numériques actuelles, ce parcours peut et doit se réinventer toujours plus. Mais quelles sont les réalités sur le terrain de la numérisation du parcours patient? On en parle tout de suite. Soyez toutes et tous les bienvenus sur le plateau de Hub Santé TV. Je le disais, parlons concret sur le terrain et nous allons nous appuyer ensemble sur un retour d'expérience, celui du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, représenté par deux invités. Bernadette Dureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des projets du groupe hospitalier et puis Christophe Nicolaï. Vous êtes le directeur des systèmes d'information. Merci à vous deux d'être présents. Et puis cette discussion va être augmentée puisque l'on parle de numérique avec votre expertise. Ibrahima Sidibé, vous êtes directeur stratégie, solutions et innovation de l'entreprise Dédalus. Alors j'ai envie que l'on commence par de la pédagogie avec vous, Bernadette Dureau. Lorsque l'on parle de parcours patient, de quoi parle-t-on? Je donne quelques chiffres pour aussi se donner un ordre d'idée. Je crois que le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, c'est plus de 83 000 séjours, plus de 56 000 passages aux urgences. Donc le parcours patient, c'est du lourd. Mais c'est quoi? Alors le parcours patient, d'abord c'est de la qualité au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph et on peut dire aussi que c'est de l'innovation. Alors de la qualité parce que depuis plusieurs années, nous avons mis en place des structures, des équipes qui sont dédiées à la prise en charge du patient tout au long de son parcours dans notre hôpital et en dehors de l'hôpital. Donc il va s'agir de prendre des rendez-vous de consultation, de venir sur place pour ces consultations, d'accueillir le patient, ensuite de programmer sa prise en charge au sein de l'hôpital et en dehors de l'hôpital, puis de lui trouver un lit lors de son hospitalisation, enfin d'accompagner sa sortie. Pour ça, l'hôpital a mis en place des équipes importantes puisqu'il existe au sein de l'hôpital une direction du parcours patient qui représente environ 200 personnes qui s'occupent de la prise en charge uniquement du patient. Alors ce parcours patient, il est complexe, je pense, parce qu'il y a une dimension médicale, mais il y a aussi une dimension administrative. Vous l'avez dit, c'est à l'hôpital, mais c'est aussi lorsque la personne dans la suite des soins, donc c'est aussi en ville. Comment on appréhende cette complexité? Peut-être Ibrahima Sidibé, lorsqu'il faut développer des solutions, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Oui, tout à fait. En fait, au niveau de la digitalisation du système du parcours patient, qui constitue en fait un enjeu majeur d'efficience pour les établissements de santé, eh bien, on constate que les établissements ont tendance à distinguer un volet administratif et un volet médical, alors qu'en fait, ces deux volets sont fortement imbriqués. À titre d'exemple, dans la plupart des cas, un patient qui n'aura pas rempli ses formalités administratives ne pourra pas être opéré. D'accord ? Donc, bien sûr, je ne parle pas du cas d'urgence absolue. Voilà. Donc, globalement, l'approche de Dédalus est d'aborder en fait ces deux volets en un seul. Il n'y a pas deux parcours, un administratif et un médical. Il y a bien un parcours unique qui permet qui doit être pris en charge en globalité pour une meilleure efficience. Alors, le parcours patient, on a une image qui permet justement d'en voir les différentes dimensions. Il y a ce que vous avez dit, le lien ville-hôpital. En termes de système d'information, là aussi, ça doit être complexe. Comment vous vous organisez pour aborder l'ensemble de ce parcours? C'est effectivement la partie la plus complexe de nos projets. Puisque sur le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, on ne lance aucun projet numérique sans s'assurer qu'il sera pleinement intégré sur les outils existants. Et donc on regarde à chaque fois, à chaque début de projet, sur quel outil on va avoir des impacts. Et on fait en sorte qu'in fine, on ait une seule saisie dans un outil spécialisé, métier, mais qui puisse se retrouver dans l'ensemble des outils qui vont servir donc le parcours patient. Donc les différents outils se parlent? Les différents outils se parlent en temps réel et en permanence. Alors, je crois que dans le groupe hospitalier Saint-Joseph, il y a une expérience de l'innovation dans la sphère du numérique. Avant de parler justement d'aujourd'hui, où on en est, c'est quoi cette expérience? Alors l'expérience, elle est basée sur plusieurs années maintenant sur le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Ça fait une bonne dizaine d'années que l'innovation est dans les valeurs du groupe. Et on a mis en place
tout autour du parcours patient, un certain nombre d'applications, un certain nombre de logiciels qui permettent de suivre efficacement le parcours, de le piloter, d'avoir des indicateurs et de pouvoir progresser pour pouvoir ensuite offrir un meilleur service à nos patients. Alors justement, Bernadette, ce parcours patient avec cette expérience de 10 années, en termes de projet, c'est un projet qui concerne la direction de Christophe ou ça concerne l'ensemble des acteurs de l'hôpital ou au-delà même de l'hôpital ? Alors souvent, ce sont des projets très transversaux. Ça implique évidemment la direction des systèmes d'information, mais aussi la plupart du temps les médecins et différents métiers, les secrétariats, la direction du parcours patient, l'administration. On a parlé de facturation, puisque tout étant lié, il faut effectivement, si on veut complètement intégrer nos systèmes, il faut associer beaucoup de gens en transversal sur l'hôpital autour de ces projets. Prenons un exemple très concret, les bornes d'accueil. Lorsque l'on entre dans les établissements, il y a ces bornes qui accueillent les patients ou leurs familles. J'aimerais qu'on revienne sur le processus qui a été mis en œuvre très concrètement autour de ce projet de ces bornes. On commence, allez, avec vous, Christophe. Alors, le processus, il est assez classique, c'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par rédiger un cahier des charges de manière à ce qu'on puisse s'assurer, comme je disais tout à l'heure, qu'on ait un ensemble d'outils qui parlent correctement ensemble. Et puis, on a posé les objectifs de ces bornes en se disant qu'il ne fallait pas de simples bornes qui accueillent le patient et qui le redirigent, mais des bornes qui lui permettent d'être autonome dans son parcours et de lui permettre de moins attendre et d'avoir un peu moins d'interaction avec un certain nombre de personnes qui peuvent stresser pendant le parcours patient. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous vous comportez quand vous êtes patiente dans un hôpital, mais moi je suis pas très à l'aise. Donc tous les outils qui permettront de bien m'accueillir et de m'aider au moment où je rentre dans l'hôpital, ça va vraiment favoriser ma prise en charge. Et donc ces bornes-là, en fait, quand on passe aujourd'hui à la borne de consultation à Saint-Joseph, donc il y a un peu plus de 1000 personnes qui passent par jour sur les bornes, on a la moitié des personnes qui pourront être complètement autonomes et pourront aller voir directement leur médecin. Et c'est bien l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir le contact avec le médecin, c'est le plus important, et qu'ils ne soient pas embêtés avec des processus de facturation ou des temps d'attente administratifs. Alors, en matière de numérique ou de digital, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Est-ce qu'on peut parler d'expérience patient quand on travaille sur ce type de dispositif, Ibrahima ? Oui, aujourd'hui, clairement, puisque c'est finalement ces dispositifs qui vont permettre d'interagir avec le patient. Alors, la différence avec leur mode habituel, c'est que l'interaction se fait en vis-à-vis. Avec des plateformes de ce type, ça permet finalement d'interagir avec le patient sans être en vis-à-vis. Donc ça permet une meilleure coordination. Le patient devient finalement un acteur de son parcours. Et c'est ce qu'on appelle le patient engagement. Oui, le patient redevient pleinement acteur. Je me pose une question parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les technologies numériques. Et d'autant plus quand on vient à l'hôpital, on peut avoir une situation psychologique ou de santé fragile. Alors Bernadette, comment on rend accessible et comment on s'assure que pour tout public, pour une personne âgée, pour une mère seule, etc., ces bornes vont être facilitatrices pour l'entrée dans ce parcours patient? Alors, plusieurs choses. D'abord, dans la conduite de notre projet, quand on a réalisé les premières maquettes de notre borne, on les a proposées à des focus patients pour faire réagir des personnes plus âgées, des personnes professionnelles, des jeunes, face à ces bornes et pour savoir ce qu'elles en attendaient et quelle était leur expérience. Fort de ce travail, on a amélioré les bornes. Mais on s'est aussi rendu compte que certains patients ne seraient jamais à l'aise seuls à côté des bornes. Alors on a mis en place une organisation qui permette de rendre ces patients plus confortables. Et autour de nos bornes à l'hôpital Saint-Joseph aujourd'hui, on a 4 agents d'accueil. Donc on n'a pas supprimé les accueils humains, des accueils chaleureux autour des bornes qui viennent presque systématiquement ou qui repèrent quand le patient a besoin d'aide et qui sont présents pour l'aider dans son parcours. Aujourd'hui, que ce soit les personnes âgées ou des plus jeunes, on sent les gens satisfaits de l'utilisation de la borne. Je reviens vers vous, Ibrahima Sidibé. Bernadette a parlé de groupe test
pour tester justement les solutions, les applicatifs. Quand on est éditeur de solutions, quelle est la souplesse? On pourrait parler d'agilité pour justement se réadapter toujours si on voit que une solution n'est pas suffisamment ergonomique, c'est pas assez intuitif. Alors aujourd'hui, globalement, l'apport que Daedalus a pu avoir dans ce type de projet, on va dire que globalement, on peut identifier 4 vecteurs qui sont importants. Le premier vecteur, ça va être la mise à disposition d'une boîte à outils qui va permettre au groupe Saint-Joseph de disposer des fonctionnalités dont il a besoin. Une flexibilité au niveau de cette boîte à outils qui va permettre de configurer les workflows, adapter la solution en fonction de leurs attentes. Il y a un second volet qui est un volet d'interopérabilité. Donc l'idée est de pouvoir apporter des solutions ouvertes qui vont pouvoir s'interconnecter à des solutions déjà en place à l'établissement, puisque les établissements ont déjà entamé leur phase de digitalisation. Donc ça va nous permettre finalement de pérenniser les investissements déjà réalisés et l'intégrer dans ce volet de parcours. Il y a également le volet innovation, comme l'a indiqué Christophe Nicolai. Donc il faut que ces solutions soient suffisamment ouvertes pour pouvoir intégrer cette innovation, quel que soit l'endroit d'où elle provient, que ce soit des innovations Daedalus ou des innovations tiers. Il y a également un volet en termes de ressources, donc la capacité de l'industriel à accompagner donc l'établissement en termes de services professionnels, en tenant compte de ces contraintes. Et dans le cadre du groupe Saint-Joseph, une contrainte que je citerai est la contrainte de planning, puisqu'ils avaient une contrainte très forte par rapport à ça. D'accord. Alors, vous avez parlé d'innovation. Ces bornes, c'était un point de départ, une des briques, on va dire, du dispositif. Aujourd'hui, vous allez plus loin, Bernadette, avec le lancement d'un portail complet. Pourquoi ce portail? Et puis, qu'est-ce que l'on va y trouver? Alors, ce portail, c'est pour apporter un lien complémentaire entre le patient et l'hôpital et plus généralement entre le patient et ses professionnels de santé. L'idée, c'est que le patient puisse récupérer au travers de ce portail toutes les informations qui vont le concerner sur son dossier médical ou son dossier administratif. C'est compte-rendu de consultation, c'est compte-rendu opératoire, c'est compte-rendu d'hospitalisation, mais aussi ses rendez-vous, et puis de l'information sur sa prise en charge. Vous allez vous faire opérer, une explication ou une petite vidéo sur l'intervention que vous allez subir, etc. Donc, c'est toujours on est là encore dans une amélioration de la qualité de la prise en charge et de la qualité du contact avec les professionnels de santé. Est-ce qu'on peut parler d'un espace numérique en santé à l'échelle du groupe hospitalier? Ça y ressemble, j'ai l'impression. Tout à fait. Et je pense qu'il y a vraiment une place pour cet espace numérique, pour que le patient comprenne bien et puisse anticiper toutes les étapes de son parcours. Certains parcours peuvent être longs. Lorsque vous commencez une prise en charge pour un cancer du sein, par exemple, entre la première mammographie et la fin d'un processus, il va y avoir beaucoup d'étapes et plus le patient est informé et plus il est accompagné sur ces étapes et plus il est sécurisé dans sa prise en charge. Oui, on est moins dans l'inquiétude. On sait ce qui va arriver. Exactement. On connaît le mouvement suivant. J'aimerais avec vous, Christophe, qu'on regarde des images un peu bêta du portail, avec ce premier visuel où on voit un espace. Est-ce que vous pouvez le commenter? Alors ici, on est sur... effectivement, on n'est pas sur la version définitive du portail en termes de design, mais par contre, l'idée principale y est. On est connecté en tant que patient sur ce portail, et puis on a ici la liste de ces rendez-vous, soit des rendez-vous passés, soit des rendez-vous à venir. Et pour chacun des rendez-vous, on peut interagir. Donc, soit vous avez un rendez-vous à venir et on va vous proposer de potentiellement pouvoir l'annuler ou le reporter. Et donc, vous avez des boutons qui vous permettent d'envoyer des messages pour pouvoir positionner ces
ces demandes. Et puis sur les rendez-vous à venir, vous avez aussi les convocations qui sont disponibles avec les codes barres et tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire reconnaître à la borne d'accueil, et avec surtout toutes les informations, et là ça recoupe avec ce que disait Bernadette, toutes les informations qui vont vous expliquer quand vous allez arriver sur le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, il faudra venir à tel endroit, il faudra venir avec tel document, vous avez un parking ici, etc. Donc vous êtes complètement accompagné dès le début grâce à ce portail. Autre image de ce portail, un espace peut-être un peu plus tableau de bord, où on retrouve des documents, il y a différents espaces. Ça, c'est la page d'accueil du portail une fois que vous êtes authentifié. Et donc vous avez en haut à gauche l'ensemble de vos rendez-vous, alors les trois derniers ou les trois principaux à venir, et puis ensuite vous pouvez accéder à la liste plus complète. Vous avez l'espace des documents sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des documents qui vont vous permettre de bien gérer votre parcours au sein de l'hôpital. Donc vos informations de rendez-vous, les bulletins de situation que vous aurez à remettre par exemple aux ambulanciers ou ce genre de personnes qui vont vous accompagner. Vous avez une partie notification qui permet de recevoir des messages de la part de l'hôpital pour vous indiquer où vous en êtes dans votre parcours et si vous avez quelque chose à produire, comme par exemple envoyer un résultat récent d'analyse biologique. Et puis enfin, vous avez une partie règlement. Si vous avez été facture en cours d'attente de paiement, et bien vous pouvez vous connecter sur ce portail-là pour aller payer vos factures. Alors ces deux espaces paraissent anodins, mais maintenant j'aimerais que vous nous disiez derrière, qu'est-ce que ça cache, quelle complexité. Tout à l'heure on parlait d'un certain nombre d'acteurs à mobiliser autour rien que du système des bornes. Là, est-ce que ça change le périmètre? Quels sont les enjeux techniques? Ça change le périmètre à deux titres. D'abord, l'outil lui-même, il est orienté patient, il n'est pas orienté salarié. Donc on peut former quelques centaines de salariés en interne, on ne va pas former quelques centaines de milliers de patients au portail. Donc il faut que ce portail-là, il soit très ergonomique. Et souvent, dans ce type de projet, quand vous avez quelque chose qui vous paraît très simple, effectivement, les coulisses ne sont pas pareilles et c'est vraiment très complexe derrière. Par exemple, sur les documents, tous les documents qui vous sont présentés, ils vont être retrouvés directement dans notre dossier patient DXCare de Dédalus. On ne va pas les reporter sur un espace de stockage différent, on va aller parler à Dédalus pour récupérer ces documents. Et ça, c'est des choses qui sont forcément complexes à mettre en place. Alors là aussi, j'aimerais avoir votre regard, Ibrahima Sidibé, sur cette complexité et justement comment Dédalus vous avez composé avec les attentes du groupe hospitalier. Alors globalement, déjà au niveau de l'outil technique, on a mis en place un dispositif à 3 étages. Donc dans la couche basse, on a mis à disposition des services, des services socles. Ça va être des services d'authentification, authentification du patient, authentification du professionnel de santé, des systèmes de SSO, de l'interopérabilité, comme je le disais, un moteur de workflow, un moteur de notification qui va permettre de pousser vers l'acteur concerné les différentes actions qu'il a à faire. Et au-dessus de ce service, en fait, on va proposer des solutions logicielles. Donc là, c'est par exemple une solution de parcours patient. On peut proposer des solutions de lien ville-hôpital, une solution d'exposition des résultats d'examen, par exemple. Et au-dessus de ça, on va retrouver là des services qu'on va apporter à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, on a bien sûr les professionnels de santé, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement. On a le patient qui est au centre du dispositif. On peut avoir également les proches du patient. Donc j'entends par là sa famille ou ses accompagnants. On peut imaginer une personne qui soit sous tutelle, par exemple. Il y a besoin aussi, par exemple, d'un accès. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est d'offrir une plateforme qui va offrir à chacun de ces acteurs l'ensemble des services dont il a besoin. Donc il va pouvoir exécuter toutes ces tâches au travers de l'outil numérique et via ces services. Alors dans cette deuxième couche, vous avez parlé du lien ville-hôpital. Est-ce à dire qu'on pourrait imaginer que l'année prochaine, des acteurs de la ville vous disent « nous, on serait intéressés pour intégrer les solutions de votre portail pour que les analyses du laboratoire médical ne soient pas intégrées par le patient, mais qu'elles puissent directement être intégrées ». On peut imaginer ce type de solution, Christophe ? C'est tout à fait envisageable. Après, il faut qu'on le fasse
en cohérence avec les outils nationaux et les plateformes régionales ou nationales qui existent. Mais effectivement, on est très orienté patient, mais on a tous les professionnels de santé qui travaillent dans le territoire de Saint-Joseph et plus largement qui peuvent bénéficier de services. Alors c'est déjà le cas, pas à travers ce portail-là, mais à travers un autre portail d'imagerie où les médecins correspondants peuvent déjà se connecter à notre portail pour aller voir leurs images, enfin les images de leurs patients. Donc on y travaille en permanence. Ça fait partie du parcours patient. Il ne faut pas que ça soit l'hôpital est une boîte noire et le reste n'existe pas. C'est vraiment dans cette ouverture de parcours qu'on a travaillé le sujet. Alors vous avez évoqué un point important, Christophe, ce sont le cadrage national et justement avec la feuille de route du numérique en santé, issue de Ma Santé 2022, plus le Ségur qui apporte des financements conséquents. Est-ce que cette feuille de route apporte des contraintes ou des dimensions supplémentaires pour vous, éditeurs, à prendre en compte lorsque vous travaillez avec un groupe hospitalier comme Saint-Joseph, Paris-Saint-Joseph? Alors bien sûr, il y a des contraintes. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est cette dimension complémentaire qui pour nous aujourd'hui est fondamentale et incontournable. Donc globalement, dans la mise en place d'un système transverse tel que celui-là, on constate au niveau de la feuille de route des éléments qui sont absolument nécessaires. Alors pour en citer quelques-uns, je dirais par exemple l'INS, oui, ou le téléservice INSI, l'identifiant numérique en santé. Voilà, qui va permettre globalement d'agréger les données autour d'une identité patient, puisqu'on met en place le système dans un écosystème existant avec des solutions diverses et variées. Et l'idée, c'est de pouvoir agréger l'ensemble de ces données pour les visualiser de manière cohérente au niveau même d'un patient. Il y a également le service ICPS, ou Santé ProConnect, qui va permettre d'identifier le professionnel de santé. Donc on va se baser sur cette identification pour permettre à ce professionnel de visualiser en toute sécurité les données relatives aux patients. Il y a le système également sur le volet carte vitale, pour l'identification, pour les droits. Voilà, on va retrouver ce dispositif. Et il y a également un point qui est extrêmement important, c'est le volet interopérabilité. Oui, vous avez déjà prononcé, je crois, à 2 reprises ce mot, ça en montre l'importance. Il faut que les outils puissent se parler, quel que soit l'éditeur. Voilà, tout à fait, puisqu'on est par défaut dans un environnement hétérogène. Donc il est vraiment nécessaire que chaque utilisateur retrouve l'ensemble des données dont il a besoin dans son environnement quotidien. Donc l'idée n'est pas d'ajouter un outil complémentaire à l'utilisateur lorsque ce n'est pas nécessaire, mais de faire une intégration forte de cet outil dans l'outil qu'il utilise quotidiennement. Donc cette interopérabilité, il est nécessaire de se baser sur des standards. On ne le fait pas n'importe comment. Et globalement, ce vers quoi pousse cette stratégie au niveau du numérique en santé, c'est de définir ces règles d'interopérabilité qui doivent être partagées par l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, quasiment la totalité des industriels se sont engagés en signant une charte avec l'État, avec l'Agence du numérique en santé, pour aller dans ce sens. Il y a un point qui me paraît important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de la formation. À tous ces outils ici, vous en avez un peu parlé, Christophe, on ne peut pas former des centaines et des milliers de patients pour se servir de ces outils. Bernadette, au niveau des équipes du groupe hospitalier, est-ce qu'il a fallu se former pour rentrer dans les pratiques quotidiennes l'utilisation de cet outil? Oui, c'est très important de bien prendre en compte cet aspect formation, notamment autour des bornes. On a mis en place comme je vous disais, des agents d'accueil à côté des bornes. Ce sont des personnes qui, jusqu'à présent, accueillaient le patient dans le hall de l'hôpital pour faire de l'orientation. Ici, ils font de l'accueil et ils vont faire l'admission du patient et la facturation du patient. Pour ça, il a fallu les former. Ça a été une transformation de leur métier d'accompagnement du patient. Il faut qu'ils apprennent à gérer le stress du patient, à l'accompagner quand il en a besoin, mais à le laisser autonome s'il n'a pas besoin d'aide auprès des bornes. Tout ça, c'est non seulement de la formation, mais c'est aussi de la transformation du métier et des activités des personnes concernées.
Et puis, ces bornes, elles ont eu pour conséquence que moins de personnes passent à nos accueils administratifs actuels. Et donc, là encore, nous avons fait de la transformation et les personnes qui occupaient un certain nombre de ces accueils, aujourd'hui, occupent de nouveaux emplois. Et sont redéployés sur d'autres missions. Exactement, sur d'autres missions, de secrétariat notamment, dans l'hôpital. Ouais. Alors j'imagine que pour les équipes, la quarantaine de personnes de la direction des systèmes d'information, là aussi ça fait évoluer parce que en termes de suivi, maintenance de ces outils, c'est aussi un travail différent. C'est un travail différent auquel on est en train d'apprendre on est en train de se former aussi. On s'adressait exclusivement aux salariés du groupe hospitalier jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, on s'adresse aux patients. Et donc, forcément, on n'a pas le même... on ne va pas avoir le même retour en interne sur un dysfonctionnement d'un outil, de l'application qu'on va mettre à disposition de nos patients ou du portail. Donc, il faut aussi qu'on trouve le moyen de faire des outils simples, comme je l'ai dit, mais quand ils dysfonctionnent, qu'on puisse répondre rapidement aux patients, en lien avec les relations patients, puisque là, du coup, c'est plus le rôle de la DSI de faire ce lien-là. Donc, il faut qu'on soit organisé en interne, et ça change considérablement nos métiers au niveau des directions de systèmes d'information hospitalière. Du côté de Dédalus, là aussi, la question de la formation, ça fait partie des sujets qui sont sur la table lorsque vous accompagnez un groupe hospitalier ? Alors, aujourd'hui, ce que je tiens déjà à faire, c'est remercier le groupe hospitalier Saint-Joseph pour l'expertise fonctionnelle et l'expertise organisationnelle qu'ils insufflent dans nos solutions. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, aujourd'hui, l'accompagnement de Dédalus en termes de conduite au changement, comment dire, Elle fait partie du processus, cette conduite du changement, ça fait partie de cet accompagnement, c'est dans l'ADN ? Aujourd'hui, clairement, la conduite au changement, lorsqu'on met en place un outil, la réussite de ce type de projet n'est pas uniquement liée à l'outil. Il y a un accompagnement qu'il est nécessaire d'assurer. Donc, le fait de mettre en place un portail ou des bornes ne garantissent pas que le patient va finalement adhérer à ça. Donc, il est nécessaire pour Dédalus de proposer, par exemple, des solutions qui soient pleinement ergonomiques, qui ne nécessitent aucune formation, par exemple, pour le patient, des solutions qui apportent une ergonomie satisfaisante également pour les professionnels de santé. Donc on essaie finalement de minimiser au maximum ce volet de formation, d'apprentissage à la solution. Mais j'insiste bien sur le volet conduite au changement qui est également primordial. Et bien comme ça, on en revient au point de départ. On parlait de projets transversaux et impliquant l'ensemble des acteurs. Donc on retombe bien sur nos pieds. Et justement, il est temps de conclure cette conversation. Merci à vous trois pour ce retour d'expérience extrêmement concret. Et puis nous, on se retrouve très vite pour continuer à décrypter les actualités qui font la santé sur le plateau de Hub Santé TV.